Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, qui est en fait une lecture que j'ai commencé hier sur Le Rocher de Thanos d'Amin Malouf. Amin Malouf, très grand auteur, hein, dont j'ai lu L'identité meurtrière, qui est vraiment un essai qui parle un peu de tout ce qui est sujet, problème d'identité, aussi un peu de racisme et tout ce qui s'ensuit, parce que bon, les êtres humains en fait, on est fait de plusieurs facettes et ces facettes en fait peuvent s'entrechoquer, créer des confusions internes et directement influencer sur notre manière d'être au monde, de voir le monde. Donc on peut développer des comportements racistes par rapport à une partie de nos origines. On peut se retrouver à supprimer carrément une autre partie de nos origines, de notre être, pour se conformer à la société. Et c'est un sujet qui mérite toute une vidéo. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette lecture, dont j'ai lu en fait la première partie, parce qu'il faut savoir que je pense que c'est un livre qui est découpé en plusieurs parties, qui se succèdent. J'ai pas fini, j'ai lu que la première partie, comme je l'ai dit, qui s'appelle La tentation de Lamia. Moi qui suis plutôt partisan en fait de tout ce qui est philosophie et essai littéraire, j'ai souvent entendu dire que c'est à travers les romans qu'on en apprend le plus. Et je pense que c'est vrai. Donc, grâce à un club de littérature notamment dans lequel je suis à Dakar, en fait, j'ai un peu renoué avec le roman. Et je trouve effectivement qu'on y apprend plus que dans un simple essai littéraire ou dans un simple essai philosophique où on va te donner des informations un peu brutes, voilà, de manière un peu séquencée. Voilà, bon, et après, c'est plutôt plus ou moins facile à intégrer, on va dire. Alors que dans un roman, bah, en fait, tu suis des personnages, tu suis des situations, et ça peut te rappeler certaines choses. Tu rentres aussi dans les émotions des gens. Donc, c'est vraiment une approche différente et très intéressante. Et donc, j'encourage les gens à lire aussi des romans et enfin, à lire tout un tas de choses, hein. C'est tout à fait bien. Et ce livre, en fait, cette première partie en tout cas, elle m'a mis un peu une claque. Je préviens, ça sera spoiler. Donc, ceux qui veulent vraiment lire ce livre, qui je pense sera excellent, parce que la première partie est excellente, vraiment, arrêtez la vidéo, allez lire le livre et revenez peut-être après, si vous vous souvenez. Donc, cette première partie, en fait, ça parle d'un petit village qui est dirigé par un cher, où les habitants, en fait, c'est un système féodal. Donc, les hommes vont à la guerre, font certaines corvées, et les femmes s'occupent de tout ce qui est, voilà, préparation de nourriture, entretien du château, etc. Dans ce village, qui est dirigé par ce cher, que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, que tout le monde voit comme quelqu'un de juste, parce qu'il défend les pauvres, voilà, il fait en sorte que tout le monde a ce qu'il lui faut pour vivre. Et ben, ce cher a un secret qui n'est pas vraiment un secret, mais il a plutôt un vice, qui est que il aime les femmes. Il n'est pas aimer les femmes comme moi j'aime les femmes ou comme d'autres aiment les femmes, mais aimer les femmes de manière tellement forte, quitte à leur faire du mal. Mais pas à leur faire du mal physiquement, mais utiliser en fait son statut pour avoir des faveurs de la part de ces femmes. Et dans cette partie, on suit Lamia qui fait partie justement des femmes qui travaillent dans le château, mais sauf que Lamia est déjà mariée à l'intendant du Cher. Donc c'est une femme qui a un statut, mais le Cher en fait c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas vraiment du fait que les femmes soient mariées ou qu'elles aient de la famille ou de leur honneur. Il veut surtout profiter des femmes, peu importe leur âge, peu importe voilà, leur origine sociale et tout. Si il a une femme qui lui plaît dans son entourage, dans les environs, bah en fait, il va tout faire pour pouvoir avoir des faveurs de sa part. Et on a cette Lamia justement qui a 15 ans, 16 ans, qui est mariée à cet intendant et qui est très naïve, comme les filles de son âge, comme les jeunes gens de son âge, qui, voilà, le cher appelle les femmes du château ma fille, et il a une tendresse particulière pour Lamia. Et Lamia, en fait, ne voyait pas forcément le vice derrière ce que faisait le cher, donc elle avait un peu conscience de tout ce qu'il faisait, voilà, bon, c'était pas un secret. On savait que si une femme disparaissait pendant 1 heure, 2 heures, bah, c'était pour rester avec le cher. Certaines y allaient de bon cœur, parce que être courtisé par le chef du village, c'est quelque chose qui fait plaisir à certaines femmes. Il y en a d'autres qui développent des stratégies pour éviter d'être isolées avec le cher. Donc elles viennent avec un bébé, elles viennent avec leur maman, ou certains maris viennent au château pour accompagner leur femme, ainsi de suite. Et la mienne, en fait, est un peu en position d'observatrice. Et en fait, elle n'y réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas beaucoup à ce qui se passe réellement.
entre le cher et toutes les femmes. Parce que le cher aussi dispose d'une très grande aura et a vraiment fait beaucoup de bonnes choses pour la communauté. Et il y a vraiment ce vice qui fait que bah, tout le reste passe un peu à la trappe. Mais quand tu es dans ce village, tu es sous la protection, tu es sous l'autorité du cher, bah, en fait, tu n'as pas forcément le choix que de n'accepter le cher en fait avec ses défauts et avec ses qualités. À un moment donné, Lamia a une interaction avec le cher parce que je crois qu'il est au bord de faire une crise cardiaque et elle s'occupe de lui, elle se préoccupe de lui. Et à partir de ce moment-là, elle commence à vraiment réfléchir à la santé du cher. Et en fait, elle a un peu cette vision paternelle du cher, où elle le voit vraiment comme un vieux, comme quelqu'un de fragile, quelqu'un qui est au bout de sa vie, là où les autres personnes le voient toujours comme un prédateur, comme quelqu'un qui est là pour chasser les femmes. Et Lamia a vraiment cette approche où même dans la nuit, elle réfléchit au cher, elle dit voilà, tout le monde parle de lui comme quelqu'un qui est coureur de jupons, mais moi je sais qu'il est malade, je l'ai vu ne pas aller bien, je sais qu'il a le souffle court et tout. Donc elle se dit que la prochaine fois qu'elle va le voir, eh ben, elle va lui poser la question, savoir s'il va bien et tout. À un moment donné, le cher la convoque avec son mari pour discuter. Donc elle, Lamia qui est très proche du cher, discute beaucoup avec lui, vraiment sans problème. Et le mari de Lamia a une position de soumission absolue vis-à-vis du cher, mais pas une soumission bonne, mais une soumission pour garder sa place, pour garder son rang, et une soumission qui fait qu'il ferme les yeux sur absolument tout ce que le cher fait, et ça c'est extrêmement important pour la suite. Parce qu'à un moment donné, le cher, pendant une discussion, va dire au mari, voilà, je dois payer un tailleur, prends l'argent, prends tes bagages et va faire les 2 heures de route pour aller payer ce tailleur et lui dire de venir demain matin. Et en fait, il faut savoir que l'intendant, le mari de Lamia, c'est la responsabilité, c'est le deuxième homme de la contrée. Donc, demander à ce gars-là de partir faire cette petite tâche, déjà, c'était un peu louche. Donc, Lamia sent quelque chose de bizarre et elle dit à son mari, parce que le cher lui a demandé, voilà, bon, bah, ta femme va me rapporter des fruits, je vais dans ma chambre faire une sieste. Donc, Lamia, ramène-moi des fruits, ton mari, bah, tu vas aller faire la course. Mais en fait, Lamia, elle sent un peu le traquenard. Elle dit à son mari, s'il te plaît, me laisse pas dans cette situation-là, je sens que quelque chose de bizarre va se passer. Et son mari, il faut savoir qu'il a une relation très bizarre avec Lamia, il n'est pas sympa du tout, il est beaucoup plus préoccupé par son rang, par son statut, par le fait d'avoir sa place que par le bonheur de sa femme. Donc il trouve que sa femme déjà traîne trop avec les gens du quartier, qu'elle est trop sympathique, qu'elle ne fait pas elle se comporte pas comme une femme de son rang entre guillemets. Et son mari en fait se désolidarise totalement d'elle. Il a un moment de doute où il se dit voilà, bon c'est vrai que c'est bizarre, j'aimerais prendre le bol de fruits, le donner au cher et dire que ma femme est un peu fatiguée et qu'elle passera un autre jour. Mais finalement, son instinct un peu truc prend le dessus et il dit tu me fais perdre du temps, je dois faire la course, à plus. Et en fait, il se retourne, il part sans regarder sa femme, mais il part avec une grande honte parce qu'il sait ce qui va se passer ensuite. Et c'est là où Lamia va prendre son temps pour préparer le bol de fruits, va faire en sorte vraiment d'attendre un maximum de temps pour que le cher puisse s'endormir, qu'ensuite elle puisse déposer le bol de fruits et partir parce que le gars fait une sieste, donc elle n'a pas besoin de le réveiller. Donc elle y va. Un fruit tombe, malheureusement, glisse jusqu'au cher. Et au moment où elle va récupérer le fruit, le cher se réveille et tient le fruit dans sa main. Et la suite, vraiment une phrase qui m'a marqué. Vous imaginez ce qui s'est passé. Bon, bah, en fait, il ne le dit pas textuellement dans le livre, mais en fait, on le comprend. Hein, on le comprend. Attendez, je vais vous ressortir le passage. Hein, parce que vraiment, c'est un passage depuis, en fait, ça tourne dans ma tête. Quoi. Ça, vraiment, ça tourne dans ma tête parce que c'est vraiment des mots terribles. Il dit au dehors, un nuage épais avait dû voiler le soleil, car la chambre était devenue infiniment plus sombre. C'était déjà le commencement de l'après-midi, et la nuit semblait déjà mûre. Le cher se leva, choisit dans la plus belle grappe le grain le plus charnu, et l'approcha du visage de Lamia. Elle entr'ouvrit les lèvres,
Au moment où le raisin glissa dans sa bouche, l'homme lui murmura: Je voudrais te voir sourire. Elle sourit, et il partagea ainsi avec elle tous les fruits de septembre. Purée, purée. Je sais pas si, en écoutant ça, ça va faire autant d'impact que ça m'a fait, mais peut-être le fait d'avoir tout lu avant, mais c'est grave, hein. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça touche un peu à l'actualité, ou à des actualités, à quelque chose qui a toujours existé, qui est le fait que des hommes puissants, des hommes qui sont vus comme bienveillants, utilisent leur position, utilisent vraiment ce qu'ils sont pour avoir des faveurs. Donc il y a les histoires comme l'abbé Pierre, que tout le monde adulait, en fait, il est ressorti qu'il avait fait des trucs bizarres. Lui qui est vu vraiment comme un saint et tout, comme quelqu'un qui fait beaucoup pour les pauvres, en fait, il y a cette tâche-là. Et ça a l'air d'être assez courant dans beaucoup de personnalités qui sont à première vue vues comme des gens bienveillantes. Et c'est très d'actualité aussi parce que avec les dossiers Epstein, on se rend compte que beaucoup de gens qui paraissent comme des bienfaiteurs, comme les Bill Gates et tout, sont impliqués dans des trucs très louches, très bizarres, très criminels presque, hein. Si un jour on les juge, il y a moyen qu'on trouve vraiment des trucs sordides sur tous ces gens-là. Pourtant, nous, on a une image très positive de ces gens, alors que derrière, en fait, ils font des trucs chelous. Et c'est pareil avec le Cher. Le Cher a beaucoup fait pour son village, il aime son village, il aime ses administrés, mais il a ce vice, il a ce truc-là qui fait que toutes les bonnes choses qu'il fait ne comptent presque pas quand on fait l'analyse globale. Et malheureusement, c'est très courant en fait, hein, où d'un côté, on a les victimes, comme Lamia, qui peuvent être naïves, se dire que bon, ça s'arrive qu'aux autres, ou que voilà, bon, bah, c'est pas si grave que ça, ou que tout ça, c'est un peu consenti, parce que quand on est à l'extérieur, on se dit, bon, bah, la personne s'est pas plainte, donc ça doit être consenti. C'est un peu le réflexe qu'on a. Et avec le mouvement MeToo et la parole qui a été donnée aux femmes, en fait, on a vu que c'était pas forcément le cas. Que le sujet du consentement, c'était pas si automatique que ça. C'est pas parce que une femme t'accorde des faveurs qu'elle est au fond consentante. Il y a tout un tas de choses qui se jouent en fait dans l'intérieur d'une personne qui est face à une autre personne qui est d'une autorité supérieure. Et c'est pas vrai seulement pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes. Par exemple, si demain une autorité vient me voir et me dit, toi, il vient voir des jeunes hommes, hein, il va leur dire, vous êtes l'avenir de la nation, machin chouette, allez à la guerre. Mais en fait, même si le jeune, il n'a pas envie de mourir, il se dit, bah, c'est l'autorité qui me le dit, l'autorité est venue me voir, m'a donné cette considération-là, donc je vais aller mourir pour ce gars-là. Et c'est ce qui est arrivé un milliard de fois dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, des femmes, bah, en fait, ça va être un peu pareil. Donc quelqu'un bah, qui va utiliser sa position va faire se sentir spécial une femme, parce que les femmes, bon, c'est ce qu'elles aiment, c'est se sentir spécial, et va utiliser ce truc-là pour abuser d'elle. Et le gars, en fait, peut-être qu'il en a à peine conscience, parce qu'il est tellement haut, il a tellement de facilité qu'il ne se soucie pas forcément de ce que pensent les gens en bas. Et de l'autre côté, bah, il y a les observateurs qui regardent, qui ne comprennent pas ou qui ne peut-être ne cherchent pas forcément à comprendre, parce qu'on se dit que bon bah c'est comme ça, comme le Cher là qui a toutes les femmes. Nous on a le témoignage de Lamia, mais de toutes les femmes que le Cher a pris, parce que le Cher il en a pris peut-être des centaines, bah on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et malheureusement, en fait, ce qui est décrit dans ce livre, c'est une situation que vivent beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, surtout dans les zones où il y a beaucoup d'inégalités, comme au Sénégal, hein, les promotions canapé, les recrutements même canapé, ben, en fait, ça existe. C'est une réalité où vraiment les femmes peuvent subir des choses, elles n'ont pas forcément l'opportunité ni même le droit de s'exprimer, de revendiquer parce qu'on va les traiter de féministes. Mais aujourd'hui, le féminisme, ça a une mauvaise connotation au Sénégal. Alors qu'à la base, en fait, c'est quelque chose qui veut tout simplement dire que bah, les femmes doivent être considérées comme les hommes et avoir les mêmes chances. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre qui m'a fait réfléchir. Je vais continuer de le lire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça pour parler d'autres passages. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous encourage à le lire. Parce que même si je ne l'ai pas fini, je pense qu'il va être excellent. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt.